Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Canard Réfractaire. Aujourd'hui, on est le lundi, il est 8h et mon travail consiste à vous réact l'interview d'Emmanuel Macron. Voilà, je suis payé pour ça. Vraiment la souffrance au travail, j'espère que Macron il va parler de ça. Alors qu'est-ce qu'on attendait de cette interview ? Eh ben pas grand chose. Quand on se rappelle ce qu'il avait fait avec Hugo Décrypte, qui était pas si mal que ça, le seul truc qu'il a dit, c'est les 6e, ils vont planter un arbre. Voilà, c'était ça les annonces qu'il avait réservées pour Hugo Décrypte. Et depuis peut-être 2 semaines, il a pensé à autre chose qu'il va nous annoncer. Ça va être incroyable, hein. Ouais, c'est sûr, c'est ça qui va se passer. Hein. Bon allez, c'est parti. Laurent Delahousse, l'autre meuf que je connais pas là, mais qui sont toujours les mêmes depuis je sais pas combien d'années à la télévision. C'est parti, on met le petit casque et on affronte Macron. Alors il y a le discours du pape sur les migrants. Et puis, il y a la réalité politique française, européenne. Oui. Est-ce que vous pouvez répondre au pape, par exemple ? Non, le pape a raison d'appeler à ce sursaut contre l'indifférence. Et donc, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que d'abord, nous, Français, nous faisons notre part. Je pense que quand il dit « nous, Français, nous faisons notre part par rapport à l'immigration », il fait référence au bombardement de la Libye il y a 10 ans qui ont déstructuré et détruit l'État le plus riche d'Afrique et qui participait le plus à la redistribution des richesses et qui faisait qu'il y avait des espèces de pays tampons qui pouvaient absorber une partie de l'immigration africaine. Et du coup, en détruisant la Libye juste pour des intérêts impérialistes à la con, eh ben, la France a participé à un renforcement du flux migratoire parce que du coup, eh ben, tout est détruit en fait, voilà, il n'y a pas d'infrastructure et que dès qu'il y a une tornade ou je sais pas quoi, t'as des barrages qui se libèrent et du coup t'as des milliers de morts. Je pense qu'il parle de ça, il parle de la guerre contre Kadhafi. À mon avis, je veux pas surinterpréter les choses pour orienter le discours, mais à mon avis, il parle de ça. Hein. Il faut ce message d'universalisme. Moi, je ne suis pas indifférent et nous devons être humains, accueillir en particulier ceux qui fuient des conflits. Mais on doit aussi être rigoureux parce qu'on a un modèle social qui est généreux et on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc en gros, le pape, il a raison. Donc je suis du côté du pape en disant qu'il faut être humain par rapport aux migrants. Cependant, il ne faut pas accueillir plus de migrants parce que, voilà. Donc en gros, oui, non. Les deux en même temps, dans la même phrase. C'est pas mal, non ? La situation de migrants qui arrivent et qui iraient à travers l'Europe, avec des femmes et des hommes à qui on donnera un titre et qui sont en attente de l'asile, qui sont à ce moment-là des réfugiés, des gens dont on instruit la situation. À la fois, ils veulent nous préparer au fait que, électoralement parlant, c'est quand même une bonne chose que la Macronie fasse un discours anti-migratoire, parce que ça leur permet de récupérer notamment les votes des Républicains, le vote du Front National et compagnie. Et en même temps, il faut qu'ils préparent aussi au fait qu'il y a de moins en moins de main-d'œuvre dans le pays et que du coup, il faut qu'on accueille une immigration choisie, tu vois. Il y a des universités en Afrique et du coup, s'il y a des ingénieurs qui veulent se casser d'Afrique pour aller en France, ça, on accepterait, tu vois. Ou alors des gens qui sont capables de faire les jobs à la con que personne ne veut faire parce que les patrons maltraitent les employés, tu vois. Genre, dans la restauration, t'as certains postes qui restent vacants. Du coup, il faut mettre des migrants là-dedans parce que eux, ils ont moins cette culture syndicale on va pas bosser pour des clopinettes à des heures pas possibles et se faire traiter comme de la merde. Du coup, il y a ce double truc-là de à la fois, il faut les accueillir pour les patrons et en même temps, il faut les rejeter pour l'électorat. Alors que ce qui est bien avec les migrants, c'est que en fait, ce sont des êtres humains. Et du coup, c'est un peu pareil que les bébés, sauf qu'en fait, eux, ils peuvent travailler directement. Et du coup, en fait, quand tu travailles, tu crées de la richesse que tu peux après répartir sur tout le monde. Et du coup, si tu organises bien le travail dans une société, en fait, si tu as plus de personnes, tu as plus de richesse et du coup, tu peux faire des choses qui sont plutôt cool, quoi. Donc la question, c'est est-ce qu'on arrive à organiser suffisamment bien la société pour qu'il y ait du travail disponible pour que ces personnes-là puissent travailler et du coup apporter à la société. Et sachant qu'en France, il y a toute la réindustrialisation à faire, toute la transition énergétique à faire, toute la transition écolo à faire, il y a des trucs, tu vois, il y a du taf. Donc en gros, c'est pas tant la question migratoire qui se pose, c'est la question de comment est-ce qu'on crée le travail et comment on se répartit le travail de manière intelligente pour qu'on ait ce qu'on a besoin, quoi. Et lui, il dit juste, non, on peut pas accueillir toute la misère du monde, tu vois. Genre comme si les migrants étaient condamnés à vivre comme ça des pièces qu'on leur jetterait comme ça pour qu'ils aillent au Carrefour City acheter un bout de pain, tu vois. Non, parce que ce sont des êtres humains comme nous qui sont en capacité de travailler, quoi. Mais bon, rien que de dire que l'économie, c'est surtout une gestion du travail, ça fait des nœuds de cerveau à beaucoup de libéraux, notamment Emmanuel Macron. Donc il faut essayer de baisser un peu le niveau. Je suis désolé, je suis allé trop haut là. La plupart des migrants qui sont arrivés à Lampedusa venaient d'Afrique subsaharienne. Avec beaucoup de pays auxquels nous envoyons beaucoup d'aide publique en développement. C'est bizarre, la France a augmenté cette aide.
Nous sommes au rendez-vous de nos engagements. Et beaucoup de pays dans lesquels nous avons... C'est fou, c'est comme si les aides internationales qui étaient envoyées aux pays africains, ce n'étaient pas des aides internationales, mais c'était juste un moyen d'endetter les pays pour contrôler leur économie et piquer leurs ressources. C'est fou quand même, hein. Je veux dire, quand les populations africaines vont se rendre compte de ça, je pense qu'il y aura 2-3 petits coups d'État en Afrique de l'Ouest. Hein. Enfin, je présume, hein, je visualise ça, je veux pas... Voilà. Mais vous devez nous aider à démanteler chez vous les réseaux qui conduisent ces gens à quitter leur pays. Mais jusqu'ici, ça ne fonctionne pas. Et surtout, beaucoup mieux coopérer au retour. Ça fonctionne. C'est bien parce que vraiment, la théorie complotiste de les réseaux qui produisent de l'immigration, je veux bien croire qu'il y a des réseaux, pourquoi pas, tu vois, des passeurs, des trucs comme ça qui font un peu leur bise là-dessus, évidemment. Mais les raisons réelles de l'immigration, ce sont des raisons économiques. C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi, c'est parce qu'il y a une pauvreté, c'est parce qu'il y a des famines, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à encaisser le choc du réchauffement climatique, des catastrophes et compagnie, tu vois. C'est comme en Libye où tu as eu des infrastructures qui ont été détruites, tu as un État qui a été détruit et qu'ils n'ont pas pu du coup maintenir en état les barrages qui se sont effondrés dès que tu as eu un ouragan qui est passé par là. En plus, ce sont des pays qui sont spécialisés dans l'exportation, tu vois. Et donc en gros, le Niger, par exemple, on avait vu ça dans une vidéo, ils exportent de l'uranium et puis on leur file un peu de pognon et avec ça ils peuvent apporter un peu de la bouffe parce qu'en fait toute leur économie est basée sur juste l'exportation d'uranium et comme ça nous on a une domination par rapport à ce pays-là. Sauf que le problème c'est qu'évidemment les populations se révoltent et lorsque les populations se révoltent à travers des coups d'état militaires parce que c'est comme ça politiquement que ça se concrétise, hein, une fois que ça s'organise et ben là la France et plein de pays européens ils font des sanctions, des blocus, tu vois. Ce qui fait que à la fois ils ont rendu dépendant le Niger de l'aide internationale et lorsque le Niger ne répond pas exactement à leur attente, ils coupent cette aide internationale, ce qui fait que ça va renforcer encore et encore le phénomène inflationniste, les famines, la malnutrition, le sous-développement, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que l'État français fait exactement l'inverse que ce qu'il devrait faire s'il voulait réellement ralentir les causes de l'immigration. Et tout ça, pourquoi ? Pour garantir les intérêts d'Areva, enfin Oranos, mais Areva, tu vois, au niveau des mines d'uranium et compagnie. Donc, ils préfèrent les intérêts des multinationales plutôt que de répondre à la cause migratoire. Mais vu que eux, ils s'en foutent de la cause migratoire et que c'est juste un argument électoral, ils ne font pas toute cette analyse-là. Ils disent juste, il y a des migrants qui veulent arriver chez nous, on va pas tous les accepter, même si on aime bien le pape. Voilà, c'est ça. On vous aide budgétairement. Et là-dessus, l'Italie et la France sont d'accord ensemble et je souhaite qu'on obtienne un accord européen. Il se trouve qu'on va beaucoup parler d'immigration parce Attendez, que mais je vais au bout, c'est essentiel. J'aime bien parce que les journalistes se font plus victimiser que Hugo Décrypte. Moi, je dis ça, je dis rien. Hugo Décrypte, au moins, lui, il insistait pour poser des questions. Eux, ils disent, peut-être qu'on pourra parler d'un... Ah non, d'accord, on va pas parler d'un autre sujet, d'accord. Non, mais rendez-vous compte quand même. Rendez-vous compte de la situation médiatique et politique qu'on a en France. C'est fou, hein. On doit mieux protéger nos frontières. Et donc Libye, par exemple, est-ce que vous serez en mesure d'envoyer des équipes et nous l'avons fait par le passé. Oui. Il y a quelques années, ils ont envoyé des équipes de missiles directement sur la Libye. Et ça a très bien fonctionné, hein, évidemment, on s'en souvient. Et donc ça, c'est un investissement de l'Europe tout entière. Et puis après, on va peut-être y venir, mais il y a nos réformes nationales. Mais cette victime, tu vois. Genre, oui, mais on a vu que peut-être en Italie, il faisait pas ça, Lampedusa. Tu vois, mais elle sait que lui dit de la merde, elle chuchote la contradiction et elle ne s'impose pas, quoi. Les journalistes, vraiment, c'est ça la contradiction, quoi. Ces pays ont été frappés par des coups d'État. Est-ce que c'est la faute de nos militaires ou de la France ? Non. Il n'y a plus de France-Afrique. Donc quand il y a des coups d'État, nous, on n'interfère pas dans la vie politique. Bien sûr. Ça veut dire qu'on a... C'est pour ça qu'ils font un blocus contre le Niger. Ils font un putain de blocus contre le Niger, contre le Burkina Faso, contre tout ça. Parce que du coup, ils disent on va appauvrir la population et les enfoncer dans la misère et l'inflation pour foutre la pression au maximum, pour dire que ce gouvernement-là qui a pris le pouvoir, en fait, ils sont illégitimes et qu'ils aggravent la crise économique, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que nous, on impose un blocus économique, donc on fait une pression, donc on interfère sur ces choses-là. Parce qu'en fait, ceux qui prennent le pouvoir un peu partout, ce sont des juntes militaires, mais qui sont contre les intérêts des entreprises françaises, pour la plupart, pas toutes, mais pour la plupart des coups d'État, c'est ça, et qui sont plutôt favorables à des accords avec la Chine, notamment. C'est ça qui les emmerde, en fait, profondément. C'est pour ça qu'ils font des pressions et qu'ils interfèrent, bien évidemment, avec les histoires de blocus. Dans les semaines et les mois qui viennent, et là, nous concerterons avec les putschistes, parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Nous continuerons d'accompagner le continent africain pour lutter contre le terrorisme. Ça veut dire que si on part, mais ça veut nous pas ne dire le qu'on faisons. revient. Vraiment, tous les Africains sont convaincus par ce discours. Vraiment. C'est vraiment le discours qu'il faut pour rétablir des liens avec les pays africains et les populations africaines. Hein. Je veux dire, le truc de la France qui lutte contre le terrorisme,
Tout le monde y croit, évidemment. En Libye, on luttait contre le terrorisme. Puis en Côte d'Ivoire, quand on faisait un coup d'État, on luttait contre le terrorisme. Et quand on met Areva dans les mines d'uranium, on lutte contre le terrorisme aussi. Évidemment. C'est du terrorisme, tout ça. Comment vous allez vous débrouiller pour faire baisser ces prix auprès des distributeurs, auprès, effectivement, des grandes surfaces et des industriels? Vous allez les remettre à la table pour que, finalement, on arrive à baisser les prix de l'alimentaire? C'est ce que les Français attendent. Ils ne voient que les prix augmenter depuis des mois. Ok, ce que ne dit pas Delahousse, et ce qui sous-entend mais qui ne dit pas, c'est que la grosse partie de l'inflation, notamment de l'alimentaire qu'on subit, n'est pas issue d'un truc qui tomberait du ciel, c'est issu de l'augmentation des profits des grandes entreprises. Donc, les grandes surfaces, les industriels de l'agroalimentaire, les banques, les pétroliers. Essentiellement, c'est 4 secteurs-là qui enregistrent des bénéfices records. Donc, eux, en gros, ils ont profité d'une légère inflation pour augmenter leurs prix, donc augmenter leurs marges, augmenter leurs profits. C'est ça, en fait, la cause de l'inflation. Donc, si on veut résoudre l'inflation en France, il faut s'attaquer aux marges des entreprises, aux profits des entreprises. Notre inflation, c'est leur profit. Donc ça, c'est ce que Delahousse sous-entend. Et donc, en gros, ce qu'il faudrait faire, c'est contrôler la marge des entreprises qui sont quasiment dans une situation de monopole et de faire en sorte de faire baisser les prix de cette façon. Que va répondre Macron à ce truc-là? Il va dire, évidemment, on va bloquer les prix, réduire les marges, on va remettre l'État dans cette crise-là parce qu'en fait, on s'en fout des profits des multinationales quand tu as des millions de personnes qui galèrent à bouffer. La première chose sur laquelle on se concentre, on va continuer de le faire, c'est créer des emplois et d'avoir des emplois qui sont de mieux en mieux payés. Depuis 2017, on a créé 2 millions d'emplois. Donc en gros, Macron ne répond pas du tout à la question. On lui dit, avec des sous-entendus, est-ce que tu vas réduire les marges des gros enfoirés qui créent l'inflation en France? Lui, il dit, nous avons créé des emplois. Voilà, nous avons créé 2 millions d'emplois, sans dire le nombre d'emplois qui ont été détruits à côté, qui fait que, en gros, non, ça marche pas comme ça, Macron, désolé, et qu'en gros, tout ce que tu as fait, c'est virer des gens du chômage, de les mettre en catégorie B, C, D, E, machin, de les mettre en formation, en auto-entrepreneuriat, en alternance, financé par l'État, c'est tout ce que tu as fait. En gros, d'accord, t'as pas relancé l'industrie là en France, t'as juste changé de place les choses pour faire croire qu'il y a moins de chômage. Il ne répond pas à la question, et tout ce qu'il fait, c'est défendre son bilan, alors que c'est absolument pas ce qu'on lui a demandé. C'est vraiment étonnant que Macron soit un manipulateur. Moi, je pensais pas ça, c'est fou. Hein. Ensuite, avec des salaires parfois très faibles. Non, mais pardon, mais avec beaucoup de contrats, contrairement à ce qui est dit. Ça veut dire qu'il faut indexer les salaires. Ensuite, non. On a un système qui fait que le SMIC, il est plus qu'indexé. Ce qui est marrant, c'est que là, il dit en gros, oui, les salaires sont indexés à l'inflation. Regardez, les SMIC étaient indexés à l'inflation. Oui, mais l'inflation de l'INSEE. Ce qui fait qu'en gros, on paye beaucoup plus de pognon dans les grandes surfaces et dans l'électricité et dans l'essence qu'on en gagne avec la revalorisation du SMIC, en fait. Enfin, quiconque est au SMIC sait qu'on prend l'inflation en pleine gueule, tu vois. Donc, quand il balance ça, il sait que c'est faux, que nous, on va pas le croire. Nous, on est au SMIC au Canard, donc on sait très bien que ce qu'il dit, c'est faux, tu vois. Mais par contre, il va pouvoir dire ça aux personnes qui sont un peu plus, voilà, classe moyenne, et qui est un peu dans le mépris du peuple, en disant, ah bah, c'est bon, les SMICards, ils sont indexés à l'inflation, ils subissent pas ça, ils exagèrent. Non, on subit l'inflation de plein fouet, d'accord? Ensuite, la dynamique salariale, elle a à peu près suivi l'inflation quand on regarde les choses. Donc, on va continuer le travail pour créer des emplois. La dynamique salariale, elle a suivi l'inflation. Donc, c'est-à-dire que tous les salariés en France, à peu près, ils ont eu une augmentation de salaire qui équivaut à l'inflation. Donc tous ceux, là, vous, là, qui râlez sur l'inflation en disant « Oh, mais j'ai perdu 200 € de pouvoir d'achat par mois avec l'inflation, l'essence », vous vous trompez, c'est une illusion, d'accord? Macron dit que votre salaire est indexé à l'inflation, donc vous n'avez pas à vous préoccuper de tout ça. Vous exagérez, en fait. Les gens qui ont faim, la pauvreté qui augmente, les gens qui sautent des repas, les gens qui ne peuvent plus se loger, les étudiants qui sont dans les files alimentaires, qui sont en train de dormir dans des campings pour étudier, toutes ces personnes-là, en fait, ils exagèrent. C'est un peu du cinéma, en vrai. Hein. Donc ça veut dire que les Français, ce qu'ils entendent ce soir, c'est qu'il y a une possibilité pour eux, en fait, on va travailler avec toutes les branches, pour les plus bas salaires, d'être augmentés. On va travailler avec... Plus de 2 ans après le début de l'inflation, Macron va travailler avec toutes les branches pour négocier une hausse des salaires, peut-être. Et puis c'est comme Bruno demande, tu vois, Bruno il dit plein de trucs, ça se fait jamais. Donc là, est-ce que ça va se faire? Moyen. Puis une conférence sur les salaires organisée par Elisabeth Borne et Olivier Dussopt. Excuse-moi Macron, j'ai pas trop confiance quand même, hein, il faut pas abuser. Et puis il y a la question des salaires, ça c'est au niveau de l'entreprise qu'il faut le faire. Je suis pas pour qu'on indexe tous les salaires sur les prix, parce qu'à ce moment-là, on crée complètement une boucle inflationniste. Oui, on va créer une boucle inflationniste en augmentant les salaires. 2 choses. La seule boucle inflationniste qu'on constate aujourd'hui en France, c'est une boucle inflationniste profit-prix, où tu as des entreprises en quasi-situation de monopole qui profitent de l'augmentation des prix pour augmenter leurs profits. C'est ça qui est documenté par le FMI, par tous les analystes
sérieux par énormément d'économistes, encore, et encore. Il n'y a que ça comme analyse. Il y a une boucle prix-profit. Il n'aborde jamais la question. Il dit, on va pas augmenter les salaires parce qu'il pourrait avoir cette boucle-là. Il s'intéresse pas à la boucle qui est présente aujourd'hui. Deuxièmement, si tu n'augmentes pas les salaires en situation d'inflation, la conséquence c'est que tu réduis la consommation. Et c'est ce qu'on constate. On bouffe beaucoup moins, on prend moins d'essence, on consomme moins de trucs. Et dans notre société capitaliste actuelle, c'est par la consommation qu'on arrive à créer de l'activité. Ce qui fait qu'on se rend dans une situation où tu as par exemple des industriels qui vont moins produire de nourriture parce qu'en fait, il y a moins de gens qui consomment tout en augmentant leurs profits parce que proportionnellement, il y a une plus grosse augmentation des prix. Donc en gros, on réduit l'activité économique et on augmente le profit des multinationales. Alors que si on avait baissé les prix par la baisse des marges des entreprises et qu'on aurait augmenté les salaires, on aurait renforcé la consommation, maintenu l'activité économique et donc maintenu la création des emplois et toutes ces conneries-là, d'accord ? Et c'est là où tu vois que c'est très très vicieux quand même le discours d'Emmanuel Macron. L'augmentation des salaires des travailleurs serait contre l'intérêt des travailleurs. C'est un discours de patron, ça. C'est un discours de patron. Surtout quand on voit les indécents profits des multinationales et du CAC 40 qu'il y a en ce moment. Et encore un discours de patron, les petits patrons, les petits commerçants qu'il y a dans la rue là, ils se rendent bien compte que leur activité économique dépend du salaire de leurs clients. Et que si tu as une diminution du pouvoir d'achat, tu as aussi une diminution de l'activité économique de leur propre commerce. Donc le petit patron, lui, il a intérêt, il voit directement l'intérêt d'augmenter les salaires. C'est surtout les patrons des grosses entreprises qui, eux, s'en battent les couilles parce que de toute façon, il vaut bien acheter leur merde et si ils n'arrivent pas à vendre leurs trucs suffisamment, ils peuvent augmenter les prix parce qu'ils sont en situation de monopole. Ça concerne surtout les patrons des multinationales, ce qu'il est en train de raconter. Sachant qu'il faut bien se rendre compte que l'inflation permet aux grosses entreprises de se faire énormément de profit sans jamais investir. C'est juste qu'on paye plus pour la même marchandise. Ils peuvent même réduire l'activité, donc réduire leurs coûts, tout en augmentant leurs bénéfices. C'est ça qui est ultra vicieux en réalité dans ce système-là. Et c'est pour ça qu'ils adorent l'inflation et c'est pour ça que ce type-là, en tant que représentant des riches, veut maintenir l'inflation. Ici redire que la nation française, elle a investi des dizaines de milliards d'euros pour bloquer les prix sur l'électricité, le gaz et les aides, les chèques successifs. Mais malgré ça, sur l'alimentation, aujourd'hui, les gens ont du mal. Ok, il a plafonné le prix de l'électricité, plus 20%, ça augmente, tu vois. Donc déjà, non, il n'a pas plafonné les prix. Deuxièmement, ces subventions-là, elles ne font que compenser le marché de l'électricité européen, qui fait que nous produisons en France suffisamment d'électricité pour tous les Français à 40 € le mégawattheure, mais qu'avec ce système de marché électrique européen, nous le vendons 6-7 fois plus cher pour que des petits privés puissent se faire du pognon là-dessus. Donc au lieu de résoudre la cause du problème, ils donnent des milliards à des fournisseurs privés qui ne produisent pas d'électricité, qui sont des parasites, pour essayer de compenser un petit peu l'augmentation des prix. Le capitalisme produit une crise et une augmentation des prix, une augmentation des profits pour certaines entreprises. L'État est là pour ne pas toucher à ces profits, mais pour compenser, pour que nous, on sente un petit peu moins la sauce et que cette situation peut durer encore plus longtemps. Et là, je reviens sur ce que je venais de dire. L'État organise l'inflation, maintient l'inflation à un haut niveau pour maintenir le profit des entreprises à toutes les échelles, que ce soit au niveau de l'électricité, que ce soit au niveau du pétrole, que ce soit au niveau de l'industrie agroalimentaire. Est-ce qu'ils ont vu le prix du dentifrice, du paquet de pâtes, du bébé, du lait pour la poudre bébé, la poudre de lait infantile? Dès qu'il essaie de parler un petit peu de la vie des pauvres, il bégaye, c'est fou ça, hein? Bah alors Macron, le prix des pâtes, là, t'essayes d'avoir un peu notre empathie, ça n'a pas marché, c'est fou ça. Hein? Est-ce que les petits industriels de l'agroalimentaire aujourd'hui bénéficient? Non. On a des grands groupes qui, en effet, ont fait flamber les prix de certaines de leurs marques. Ils jouent pas toujours le jeu. Et donc, eux, on veut les remettre autour de la table et passer plus vite la baisse des prix. Parce que parfois... Là, il parle un petit peu, alors il le dit après tout un discours sur l'emploi, c'est d'abord la faute des pauvres. Là, il dit, il y a un problème de marge de l'industrie agroalimentaire, d'accord? Donc, on ouvre les négociations. On ouvre les négociations. On leur demande, encore une fois, combien de fois le gouvernement a demandé de baisser les prix et combien de fois les multinationales ne l'ont pas fait. Pourquoi c'est des tables de négociation quand il s'agit de multinationales et que c'est la loi qui s'impose par la force et par les flics quand il s'agit de la population? Parce que nous, on ne nous a pas demandé la négociation pour la réforme retraite. On nous l'a imposé par les flics, par le 49.3, par tout ce que tu veux. Par contre, eux, les industriels qui appauvrissent des millions de personnes, la table des négociations au bout de 2 ans. Surtout que les entreprises, ça n'existe pas. C'est nous qui travaillons
de façon organisée, avec un statut juridique qui s'appelle l'entreprise et des actionnaires qui chopent le pognon de ce que nous on fait. D'accord ? C'est ça les entreprises, les grosses entreprises multinationales. Donc il n'y a pas un phénomène d'injustice contre une entreprise, ça n'existe pas les entreprises. Par contre, il y a une dimension de lutte entre les actionnaires qui veulent tirer un maximum de profit et nous qui subissons l'augmentation des prix. Et donc là, en gros, en disant entreprise, ils ne rentrent pas dans cette conflictualité-là, alors qu'en réalité, ils devraient rentrer dans cette conflictualité-là en disant nous prenons le pognon que se font les actionnaires pour le redistribuer dans la société pour faire baisser les prix, à minima, d'accord ? Sauf qu'évidemment, ils ne présentent pas les choses comme ça. C'est là où, tu vois, le choix des mots est important. Et de ne pas dire actionnaire, mais dire entreprise, parce qu'on a l'impression qu'on est tous dans le même bateau, tu vois. Les actionnaires, les travailleurs, et puis la société qui se voit imposer les prix, c'est un peu la même chose, tu vois. Sauf que non, c'est pas la même chose, les gars. Pardon, modérer les marges, ça veut dire quoi ? Blocage des prix, ça veut dire quoi ? Non, on n'est pas dans des prix administrés. Ça veut dire que tous ceux qui font des excès de l'opposition souhaitent un blocage des prix, soit une baisse de la TVA. Ça, je vais vous dire, ça marche pas le blocage des prix. Pourquoi ça marche pas ? Mais parce que les prix sont plus administrés dans notre pays. Mais non, les blocages des prix, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on le fait pas en France. Et on pourrait le faire. Mais non, mais ça marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on le fait pas en France. Oui, mais on pourrait le faire. Mais non, mais ça marche pas en France. Pourquoi ? Parce qu'on le fait pas. Le blocage des prix, quand c'est fait intelligemment et que ça correspond au coût, ça permet en fait d'enlever le phénomène de marge, ce qui oblige les industriels à produire, pas à perte forcément, mais de produire au coût de production et donc de réduire les prix. Et ça, c'est très utile dans des moments de crise de l'alimentaire où on n'arrive pas à résoudre le problème des marges que se font les grands industriels. Les industriels ne jouent pas le jeu et ne joueront pas le jeu tant que l'État n'impose pas des prix. Tant que l'État n'impose pas des taux de marge. Parce que tant qu'une entreprise capitaliste dans une situation de quasi-monopole peut faire en sorte d'augmenter ses profits, ils le feront. Tout simplement parce que si ces entreprises-là sont aussi grandes, aussi puissantes, c'est parce que structurellement, elles sont faites pour faire du pognon. Avec la vente à perte, ça marche pas. A proposé la vente à perte, aucune enseigne ne s'en est emparée. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Écoutez, là-dessus... C'était incroyable ce truc-là de vente à perte. Parce qu'en gros, ils ont dit aux grandes surfaces, vendez votre essence à perte pour faire en sorte de baisser les prix tout en maintenant haut le profit de Total. Et les grandes surfaces, elles ont dit quoi ? Elles ont dit non. Voilà, ils ont demandé le gouvernement aux entreprises d'être gentils et ces entreprises ont dit non. Voilà. Et ça va être pareil pour les accords de marge et compagnie. Ils vont dire non. Macron, il va dire, bon, si vous réduisez pas de 2% vos marges, eh ben, il y aura peut-être des révoltes qui vont se faire en France et vous allez perdre beaucoup plus. Et là, ils vont se dire, ah ouais, politiquement, peut-être qu'il faudra faire un petit geste. Et ça va finir comme Bernard Arnault qui donne 10 millions au Resto du Cœur pour oublier que lui, il a gagné quasiment 3 milliards en rachat d'actions et en dividendes l'année dernière juste avec LVMH, tu vois. Pourquoi l'essence augmente ? Parce que le brut de pétrole augmente. On paye notre dépendance. C'est ça la réalité. Et je le dis, on va venir, j'espère, à la planification écologique et à l'écologie. J'aime bien, l'augmentation du brut ne concerne que les pays qui sont dépendants de l'exploitation du pétrole. En France, nous ne sommes pas dépendants de l'exploitation du pétrole, on ne devrait pas, parce qu'on a une des plus grandes entreprises pétrolières au monde. C'est-à-dire que Total exploite le pétrole et le revend. Et l'augmentation du brut ne correspond pas à l'augmentation du coût de production de Total. Total, que le baril soit à $50 ou à $100, produit pour exactement le même coût, le même baril de pétrole, d'accord ? Donc en gros, oui, si on importe du pétrole d'autres pays ou d'autres entreprises, on va payer le coût parce que ce sont les pétroliers qui se font du pognon là-dessus. Mais si on nationalisait Total, si on réquisitionnait Total, et je vous assure que ça fait peur aux bourges de réquisitionner des entreprises comme ça, mais moi, je serais content d'avoir une grande entreprise nationale pétrolière parce que, en fait, je m'en fous, tu vois, parce que tant que ça permet de réduire les prix, c'est pas mal. Et si on avait réquisitionné ou nationalisé Total, et ben en fait, on pourrait dire, ok, ben en fait, on achète au coût de production, d'accord ? Peut-être qu'on peut essayer de faire en sorte de mieux redistribuer le pognon du bénéfice dans les pays dans lesquels Total exploite ou réduire cette exploitation, toutes ces questions qui sont importantes aussi. Mais si on réquisitionnait de fait Total, on pourrait faire baisser et chuter le prix de l'essence. Sauf qu'ils le font pas, évidemment, ils le font pas. Parce que Total et l'État, c'est un peu la même chose, parce que l'État est au service de ces grandes entreprises-là. Et c'est cette relation-là un peu perverse entre la bourgeoisie et l'État qui mène la politique économique du pays, qui mène la politique tout court du pays. Juste parce qu'on a décidé qu'une grande entreprise nationale devrait se faire du pognon sur le marché du pétrole plutôt que d'assurer la stabilité économique du pays. C'est tout. C'est ce choix-là qui a été fait. Mais Total produit du pétrole. Donc on est producteur de pétrole. Et pourquoi vous ne baissez pas les taxes ? Et ça va durer. Et ça va durer. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer à accompagner avec une indemnité carburant ? Ça veut dire qu'il faut
responsabiliser tout le monde et accompagner. J'aime bien parce que les journalistes espèrent qu'il y aura un soupçon d'annonce dans cette interview-là. Et là, ça fait 15 minutes. Et ils sentent très bien qu'il n'y aura aucune annonce. Voilà, c'est juste du vent ce qu'il est en train de faire. Ils sont un peu dégoûtés, les journalistes. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la raison de l'augmentation, ce ne sont pas les taxes. C'est la géopolitique Évidemment. internationale. Oui. C'est Ce n'est jamais de sa faute. Hein. Quand tu as 50% d'un produit qui est fait de taxes et que l'augmentation de l'essence est à 50% due à ces taxes-là, ce n'est pas un problème des taxes, c'est un problème de la géopolitique qui tombe du ciel, évidemment. Hein. Ce n'est pas du tout un problème d'Emmanuel Macron, du gouvernement ou de l'État. Évidemment, hein. Il y a vraiment des gens qui vont gober cette connerie-là. Je suis pas sûr. Il y a environ 50% de taxes sur le prix de l'essence. À quoi servent ces taxes ? Pour moitié à financer la transition écologique. Ah oui, c'est-à-dire à financer la rénovation des bâtiments, parce qu'on a besoin d'argent public. Donc toi qui utilises ta bagnole pour aller travailler, t'es doublement un enfoiré parce que tu critiques l'augmentation du prix de l'essence alors que ça finance la transition écolo, donc c'est quand même une saloperie de ta part. Et deuxièmement, tu pollues avec ton diesel en plus de ça. Voilà, c'est ça que dit Macron, hein. Véritablement c'est ça que dit Macron. Sauf que là le problème c'est qu'on nous taxe énormément et qu'en retour on nous détruit tout. On détruit la retraite, on détruit la santé, on détruit la justice, on détruit tout ce qui pourrait nous être utile. Et c'est ça la trahison. C'est pas les taxes qui sont fortes, c'est le fait que ces taxes fortes ne correspondent à aucun service. On paye pour rien. Moi je veux qu'on paye pour des choses, pour quelque chose de concret. Mais non, en fait ils détruisent les services publics et ils maintiennent les taxes hautes. C'est ça en fait le piège. Ils maintiennent les taxes hautes, sauf pour évidemment les grandes entreprises. Là, il y a une diminution des cotisations sociales qui sont très très marquées et une diminution des impôts qui est très très marquée aussi. Hein. Mais bon, voilà, tu commences à connaître la chanson. Donc, est-ce qu'on peut réduire les taxes qui permettent de le financer ? Non. Pour un quart, c'est la sécurité sociale. Donc en gros, on va financer ce qui est indispensable à la nation par les taxes sur l'essence et pas sur le profit des multinationales ? Parce que tes 40 milliards là, on peut les trouver chez LVMH et Total. Hein. Tes 40 milliards là, on peut les trouver dans le système bancaire qui se font un pognon de dingue avec leur crédit à la con et leurs agios à la con. On peut se trouver ce fric-là. Pourquoi est-ce que tu décides de mettre l'impôt le plus injuste possible, qui est l'impôt sur les taxes sur le carburant ? Parce que nous, on dépend de putain de bagnoles pour aller bosser. On a déjà obtenu d'un grand acteur français, Total Énergie Nouvelle, de jamais dépasser 1,99 €. On a quand même... L'objectif du gouvernement, c'est que l'essence ne dépasse pas les 2 balles. Mais qui peut vivre avec 2 balles le litre d'essence ? C'est pas une situation qui est tenable, de fait, ce truc-là. 3500 stations-service qui sont du coup concernées par cette mesure. Ah oui, et en plus, c'est là où c'est quand même une saloperie, c'est que ça ne concerne que Total. Que les stations-service Total. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Total se fait une énorme marge sur la vente du carburant, le raffinage et compagnie. Et ce qu'ils vont faire, c'est baisser un petit peu leur prix pour leur station à elles, pour que eux, ils aient un essence qui soit 1,99 €, pendant que les supermarchés, eux, ils profitent pas de ce petit coup de pouce de Total, qu'ils achètent la même essence que Total leur vend à 2,10 €, tu vois. Ce qui fait que les gens vont aller dans les stations de Total plutôt que dans les stations des grandes surfaces et que Total, de cette manière, va pouvoir gagner des parts de marché et augmenter encore plus leurs profits. Certes, ils vont se faire 10 centimes de moins au niveau du carburant, mais vu qu'ils vont augmenter leur nombre de clients de 10, 20, 30%, et ben ça va être largement rentable. Et donc, pour tous les autres, on va demander aux raffineurs de nous donner la transparence, de voir là aussi où il y en a qui profitent et d'aller rechercher leurs marges. Donc ça, c'est la première chose. Ils n'ont pas étudié les marges des pétroliers depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ils ne sont pas au courant parce qu'ils n'ont pas fait d'audit, qu'ils n'ont pas imposé des vérifications sur les marges de ces enfoirés-là. Qu'est-ce qu'il branle le gouvernement ? Pendant que nous, on galère à finir la fin de mois, qu'est-ce que branle ce putain de gouvernement ? On les paye, ces enfoirés. Alors pendant qu'ils font les trucs à Versailles et compagnie avec Charles III, ils ne font pas le boulot qui était essentiel depuis le début, c'est-à-dire ne serait-ce que d'avoir l'analyse d'où part notre pognon. Ils l'ont même pas faite. Ils vont commencer à le faire au bout de 2 ans. Mais quel foutage de gueule, à quoi ils servent ces gens-là ? À quoi ils servent ? À maintenir haut l'inflation, pour maintenir haut le profit des putains de multinationales de ce pays. C'est tout, c'est ça leur travail. Et ils le font bien, ils le font très bien. J'ai demandé au gouvernement, pour le budget qui arrive, de continuer à accompagner les Françaises et les Français qui travaillent et qui ont besoin de rouler, et qui sera au maximum de 100 €. Quand on regarde ce qui est moyen, on connaît les mécanismes qu'on a déjà pu avoir, c'est 100 € par voiture et par an. Mais c'est très limité. Voilà, 100 € par voiture et par an, au maximum. Vous êtes content, hein ? Vous êtes content. Donc en gros, l'État va s'endetter sur les marchés financiers pour nous donner 100 balles par an au maximum, pour artificiellement
faire baisser les prix de l'essence, parce que ça va compenser une baisse des prix qui n'aura pas lieu. Et donc, en gros, c'est l'État qui finance directement par la dette les profits de Total. Il pourrait leur demander de leur imposer de baisser les marges. Ils ne le font pas. Par contre, ils nous donnent du fric pour qu'on continue à acheter quand même du pétrole trop cher. L'État finance directement les profits de Total et ne touche pas à leurs marges. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Si on veut arrêter de se faire racketter par ce gouvernement-là, il va falloir se bouger et les dégager du pouvoir et les remplacer dans le pouvoir, d'accord ? Parce que sinon, ça ne va pas s'arranger et tout ce cirque-là va continuer encore et encore. On a supprimé la taxe d'habitation et la redevance télé pour nos compatriotes. C'est plusieurs centaines d'euros. C'est bien parce qu'il dit on enlève les impôts. Mais du coup, on enlève quoi comme financement ? Ah oui, parce que si on enlève la taxe sur l'habitation, ça veut dire que les communes, ils ont beaucoup moins de pognon. Donc, ça passe par les dotations par l'État. Et les dotations par l'État, c'est l'État qui va décider à qui ils envoient. Donc, en fait, c'est un moyen pour l'État de prendre le contrôle aussi un peu des communes et des budgets des communes. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup moins de services publics aussi par chez nous. Et puis, la redevance télé, ça veut dire qu'on arrête les chaînes de télé publiques, qu'on arrête les radios publiques. Ben non, elles sont toujours là. C'est juste qu'elles sont financées par autre chose. Donc, en gros, ils prennent de notre poche pour mettre notre en disant on a baissé les impôts. Ben non, en fait, t'as juste enlevé des impôts et t'as compensé par l'augmentation des taxes et des trucs qu'on retrouve notamment sur l'inflation, sur l'essence et compagnie. C'est tout. C'est juste un jeu de on prend dans une poche pour remettre dans une autre pour te faire croire que ah là là, il se passe des choses alors que non, pas du tout. Ce qu'il fait, c'est juste dégrader le service public. C'est tout. Votre objectif, il est gigantesque. C'est réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. 2030, c'est demain. Comment on fait ? Sur quel levier vous pouvez jouer sans peine ? Monsieur Macron, vous êtes quelqu'un de très ambitieux. Vous êtes quelqu'un de très fort. Comment vous faites pour être autant ambitieux et autant fort ? Dites-moi. Vous avez raison que c'est le défi. C'est le défi de l'ambition. Vous avez raison, je suis très ambitieux et je suis très fort. Vous avez totalement raison. Juste. Sur quel Et donc levier ? j'avais pris des engagements en campagne. J'avais dit, la Première ministre va être en charge de la planification écologique. Vous aurez 2 ministres, en charge l'un de la transition écologique et de sa déclinaison avec les territoires, et l'autre de la transition énergétique. C'est fait. Demain, je validerai, ici même à l'Élysée, dans un conseil présidentiel de l'écologie, la planification qui est le fruit d'un énorme travail qui a été fait, qui touche tous les secteurs. Tu as le capitalisme qui est dans une impasse parce qu'en fait, les marchés sont saturés. Il faut investir de plus en plus de pognon dans des voitures qui se vendent de moins en moins parce que tu as une inflation et compagnie. Du coup, l'État intervient pour dépenser des milliards et des milliards et pour planifier la production, pour relancer un nouveau cycle de production et faire en sorte que les voitures thermiques, ça s'arrête et qu'on reproduise encore en masse des voitures électriques sur lesquelles des constructeurs vont pouvoir se faire un peu plus de marge. Donc, en gros, l'État planifie quand il faut relancer un cycle de production et permettre aux capitalistes de se faire plus de pognon. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant cette planification écolo, en fait, ils font pas de la planification écolo, ils relancent un cycle de production au niveau des voitures électriques avec des lois qui nous obligera bientôt à acheter que de la voiture électrique, avec des subventions à coût de milliards pour faire en sorte que pop sur le terrain, sur le territoire, des mines, de l'industrie lourde, du truc de caoutchouc, du développement, de la recherche, et puis aussi des puces, des batteries, pour essayer de relancer un nouveau cycle de production sur lequel les capitalistes vont pouvoir investir pour se faire de nouvelles marges qui existent à partir de rien, parce qu'en fait, on n'avait pas forcément besoin de ces bagnoles-là. Mais l'État planifie lorsqu'il faut développer de nouveaux marchés pour maintenir des marges hautes pour les capitalistes. Par contre, sur d'autres trucs comme l'électricité, là, il déplanifie, là, il marchandise un maximum les choses avec le marché de l'électricité européen pour augmenter le profit parce que les investissements sont déjà faits, les centrales sont déjà faites. Donc quand les investissements sont déjà faits, il faut en sorte de mettre en place un marché pour que les capitalistes se fassent du pognon, et quand le marché est à faire, c'est l'État qui investit un maximum de pognon et fait des lois pour que cette production ait lieu. C'est typiquement le rôle de l'État capitaliste, ce qu'on vient de voir là. Et ce qui est marrant, c'est que à la fois on est dans une situation d'inflation, donc c'est-à-dire où on réduit un maximum notre consommation alimentaire, on en est là, et de l'autre côté, ils nous demandent d'acheter des voitures électriques. On n'a pas les thunes pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rentabilité sur ce marché-là et que ça va mal finir cette histoire parce qu'on va construire des usines énormes de voitures qui ne vont pas réussir à vendre. Et donc l'État va essayer de mettre un maximum de subventions pour quand même acheter ces trucs-là pour pas qu'il y ait de crise économique puissante. Et du coup, ils vont s'endetter un maximum sur les marchés financiers. Et ce qu'on va payer dans les voitures électriques, et ben en fait, on va le ressentir énormément dans la baisse des services publics et dans les trucs sur les retraites et compagnie. Donc en gros, tout ça suit le même chemin, un chemin qui nous mène de plus en plus vers la pauvreté, vers une production totalement anarchique et pas du tout nécessaire de la production. On n'avait pas besoin de voitures électriques, des trains ça aurait été mieux, partout, tout le temps des trains ça aurait été mieux, mais non, voiture électrique individuelle parce qu'on aime la bagnole, super. On ouvre 4 très grandes usines de batteries électriques en France, en ce moment même. Et toute cette vallée électrique qui ira de Douai à Dunkerque, c'est des dizaines de milliers d'emplois industriels qui vont être créés dans les prochaines années grâce à ça.
On avait fait une vidéo précisément sur ces usines qui s'implantent dans le nord de la France. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est essentiellement des entreprises étrangères, avec beaucoup d'investissements étrangers, avec des investissements de l'État qui ne prend pas part au capital. Donc c'est du pognon qu'on balance à des entreprises taïwanaises, chinoises, pour qu'elles s'installent en France. Deuxièmement, les machines qui vont produire ces batteries électriques, ce sont des trucs qui viennent de Chine, en fait. D'accord ? Donc, en gros, on achète des usines de Chine pour les installer en France. C'est plus précisément ça qu'il faut dire et qui va rapporter à des entreprises chinoises. Troisièmement, il y a une concurrence forte entre énormément de pays développés, les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, la France, essentiellement, sur des relocalisations d'usines de batteries électriques et de voitures électriques. Et donc, en gros, ce que nous, on a comme usine, c'est pas les meilleurs. Parce qu'en fait, les meilleurs, ils vont aux États-Unis, là où tu as une meilleure fiscalité, là où tu as des ouvriers qui sont moins chers, là où tu as la protection de l'État états-unien, ce qui n'est pas rien, et là où tu as beaucoup plus de subventions. Ce qui fait que les meilleures usines partent aux États-Unis, et nous, on récupère d'autres usines qui sont soit des trucs de start-up français, soit des trucs de start-up taïwanaises, soit des trucs qui sont pas forcément ultra fiables. Quatrième point, évidemment, si ça va être construit en Europe, et que tu as l'État qui est là pour amortir le coût de l'investissement, c'est qu'en gros, une grosse partie des investissements va partir dans des machines de production qui vont être énormément automatisées pour réduire les coûts des ouvriers. Ce qui fait que, oui, ils annoncent énormément de création d'emplois industriels et des créations d'emplois indirects, mais dans la réalité des faits, soit tu as beaucoup d'ouvriers et d'emplois qui sont créés là-dedans, et donc ça va être pas du tout rentable, soit, et c'est plus probable que ça arrive, tout est prévu pour que ce soit maximum automatisé et donc réduire un maximum aussi la réalité des emplois qui vont être créés en France à partir de ces batteries électriques, de ces voitures électriques. Donc s'il n'y a pas beaucoup d'emplois à la clé ou qu'on n'arrive pas à solvabiliser ce marché-là, compliqué. On va, à la fin d'année, mettre en place un système où, au fond, à horizon d'environ 100 € par mois, on va permettre à des ménages d'acheter des véhicules produits en Europe, électriques, qui vont pouvoir amortir. Et donc c'est ça. En gros, pour faire baisser les prix des voitures électriques et pour rendre solvable ce marché-là, c'est l'État qui va payer en fait et qui va financer tous ces trucs-là. Parce que là, le leasing à 100 € par mois, bon, ils y sont pas encore, ils y arriveront peut-être, tu vois, s'ils mettent les subventions qui sont là-dedans. Mais du coup, c'est l'État qui va payer. C'est l'État qui va payer. Donc on est dans une industrie financée par l'État, de la production à la consommation, sauf que c'est de la propriété des multinationales et d'entreprises étrangères. Et c'est là où on voit toutes les contradictions du système capitaliste dans lequel nous sommes, où l'État doit prendre une grosse partie des charges dues à la production et à la consommation, sans pour autant décider quoi que ce soit au niveau de la production et sans pouvoir réglementer quoi que ce soit au niveau des dividendes. Parce qu'en gros, s'il s'attaque aux dividendes, il s'attaque au marché financier qui profite de ces dividendes-là. Or, l'État a besoin de ce marché financier-là pour s'endetter et pour financer le nouveau cycle de production basé sur les voitures électriques. Donc en gros, là, il se repart dans un autre truc où ça va être un peu compliqué à gérer parce que l'État va se retrouver à dépenser beaucoup de pognon et à devoir s'endetter à des taux d'intérêt toujours plus grands et à dépendre des marchés financiers. Pour finir, vous avez été réélu il y a 1 an, pourtant ils sont nombreux à penser déjà à vous remplacer. Que pensez-vous de ce bal des prétendants ? Rien que dans la question, il y a toute la condescendance par rapport à ceux qui veulent le remplacer au pouvoir. Vraiment, c'est Macron qui est légitimement élu, qui est président, et tous les autres, c'est vraiment des moins que rien, tu vois. La question de la journaliste met de fait Macron au-dessus de tous les autres politiques, tu vois. C'est incroyable quand même. Quel regard vous portez ? Écoutez, moi je pense à tout le travail que nous avons devant nous. Voilà. Et moi, je ne pense pas aux élections présidentielles. Je pense au travail, au service de tous les Français. Il nous reste encore beaucoup de tâches à accomplir. Et c'est ce que je ferai pendant que les autres ne font que prétendre au pouvoir. Moi, j'agis patati patata. Et c'est comme ça que va se conclure l'interview. Bon, j'espère que vous l'avez compris. Dans cette interview, il n'y a eu quasiment aucune annonce, à part les 100 balles maximum que les gens vont toucher par an s'ils utilisent de la bagnole. Voilà, c'est tout. C'est tout, il n'y a absolument rien eu d'autre pendant 30 minutes d'interview. C'est que Macron qui prend la parole, sans contradiction, pour défendre son bilan, pour ne jamais creuser véritablement les questions et pour répéter encore et encore les mêmes solutions qui ont déjà été mises en place. Genre la renégociation des marges, ça a déjà été discuté 1000 fois par Bruno Le Maire et ça n'a jamais été appliqué. Mais là, il revient nous dire en disant la situation va bientôt se terminer parce que moi, président de la République, je vais intervenir pour résoudre le problème de l'inflation, pour les voitures électriques, pour ci, pour ça. Alors qu'on sait très bien que ça ne va pas se faire. En fait, il ne fait que gagner du temps en essayant de négocier un peu la paix sociale en disant oui, là pour l'instant c'est un peu la merde, mais en vrai ça l'est pas tant que ça, et puis moi je suis pas mal fort, et puis les autres sont encore pires, et puis il y a le chaos un peu partout dans le monde. Franchement, on a de la chance en France d'avoir un SMIC qui est indexé à l'inflation, et puis pour les 2-3 petits problèmes qui restent, on va réunir les gens, faire les négociations et tout va aller dans le bon sens, tu vois. Donc il y a un énorme décalage, un profond décalage entre la situation dans laquelle nous sommes, qui est une situation de profonde crise économique qui va s'aggraver,
et le discours de nos gouvernants qui sont juste des promesses auxquelles on ne croit plus. Et ce détachement-là, entre l'urgence de la situation et le manque absolu de confiance et de crédibilité de nos dirigeants, c'est ça qui va être le moteur dans quelques semaines, dans quelques mois, de manifestations, comme il y a en Grèce, comme il y a en Angleterre, comme il y a même en France pour les hôpitaux, comme il y a aux États-Unis, comme il y a au Canada aussi sur la question de l'inflation, et qui va pouvoir déborder sur les questions démocratiques, sur les questions de la répartition de l'argent, et sur comment est-ce qu'on gère notre économie. À la fois, on est l'une des populations les plus politisées d'Europe, et en même temps, le CAC 40, c'est les grosses entreprises françaises qui se font le plus de profit, le plus de marge en Europe. Donc évidemment, cette situation ne va pas durer et Macron va devoir multiplier les annonces pour essayer de calmer la situation, pour promettre que demain ce sera mieux et qu'il faut lui faire confiance, va multiplier les opérations de division du peuple et d'organisation d'un État autoritaire, et ça passe par l'immigration, ça passe par la répression de la petite délinquance, ça passe par l'organisation de gros événements un peu pourris pour faire un peu monter la fibre patriotique et surtout pour pouvoir donner une bonne excuse d'organiser la police encore et encore, et la surveillance toujours plus, qui va servir à terme à matraquer la population lorsqu'on va demander plus de démocratie et plus de redistribution des richesses. Et c'est vers cette conflictualité-là qu'on va. Ça va se matérialiser très très rapidement. Il va y avoir des manifs et on va avoir l'occasion de prendre à contre-pied tout ce qui est balancé ici. Alors Macron qui parle de lui pendant 30 minutes avec 2 journalistes à la con, c'est pas avec ça qu'ils arriveront à maintenir la population et à nous convaincre qu'il faudrait crever pour les beaux yeux des actionnaires. Sur ce, amis réfractaires, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Nous avons aussi une chaîne d'actualité quotidienne que vous trouverez en description. On publie une vidéo de moins de 10 minutes tous les jours qui résume un petit peu ce qui est pour nous important dans l'actualité. Donc vous ne retrouverez pas des fils du genre AFP, Hugo Décrypte, mais d'autres informations qui sont plus intéressantes, qui permettent de comprendre le monde et qui permettent de comprendre les enjeux qu'il y a dans notre pays. Évidemment, on parle aussi beaucoup des révoltes qui se passent partout dans le monde, c'est indispensable. Sur ce, amis réfractaires, à la prochaine.